Bonjour à tous, ici à Paris et également connecté à distance sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires et membre d'équipe de pilotage du Hub. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour cette rencontre autour de l'efficacité énergétique industrielle. Une rencontre qui vous permettra, on espère, de vous découvrir et décrypter à travers le témoignage de partenaires les projets d'efficacité énergétique inspirants et duplicables initiés dans les territoires. Un sujet fortement attendu, vous êtes plus de 200, vous êtes inscrits aujourd'hui. Avant de passer la parole à Sébastien Yelouz, responsable du pôle efficacité énergétique à la Banque des Territoires, je voulais vous dire quelques mots encore sur le Hub des Territoires pour ceux qui ne connaîtront pas encore. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub des Territoires est l'espace d'échange qui vise à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux des écosystèmes de la Banque des Territoires. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce sont ces temps d'échange, des rencontres, des débats, des ateliers qui sont là pour nous éclairer, nous inspirer, pour faire mieux comprendre les défis actuels et futurs des territoires. Notre conviction, c'est le faire ensemble. Nous sommes convaincus que le croisement de points de vue crée ces synergies qui sont indispensables au passage à l'action. Au Hub, on organise également des résidences, des projets innovants et des ateliers de travail. Et cela fait déjà 3 ans que nous existons. Pour donner une petite ordre d'idée, on fait une centaine d'événements par an, également en 2024, sur des sujets très variés, tous en lien avec le plan stratégique à horizon 2028 de la Banque des Territoires. L'ensemble de nos événements sont enregistrés et disponibles sur banquedetterritoires.fr comme l'événement d'aujourd'hui d'ici quelques jours. Et puis, peut-être le dernier petit spot pub pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter qui est mensuel, je vous incite à la faire parce qu'il est très intéressant pour découvrir l'ensemble des programmations à fréquence mensuelle. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants et tous les participants ici présents, ici et à distance. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Sébastien. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir également. Donc, je suis Sébastien Yelouz, responsable du pôle efficacité énergétique. Cet événement, ce premier événement sur l'efficacité énergétique industrielle, on le voit, a suscité un intérêt important. Il y a eu beaucoup d'inscrits, donc on est très heureux de déjà comprendre que c'est un besoin qui a de l'écho au sein des territoires et au sein des gens qui nous écoutent. L'objectif de cette séquence pour nous, c'est ensemble de mieux comprendre les enjeux liés à l'efficacité énergétique industrielle dans un premier temps. Ensuite, vous présenter les initiatives, nos initiatives qui sont déjà mises en place dans les territoires et qui vont permettre de travailler cette efficacité énergétique d'un point de vue vraiment très concret. Et puis ensuite, c'est de rassembler l'ensemble des parties prenantes, l'écosystème, la filière qui va pouvoir relever ce défi de l'efficacité énergétique industrielle dans les années à venir. Et donc, on est très heureux de vous accueillir. Sans tarder, je passe la parole à François Vorer, le directeur des investissements de la Banque des Territoires, et Claire Durieux qui interviendra via une petite capsule vidéo en raison d'un empêchement de dernière minute qu'elle a eu. Bonjour à tous et merci d'être là physiquement ou en ligne. Et donc, juste pour me présenter rapidement, mon nom est François Vorer, je suis le nouveau directeur de l'investissement au sein de la Banque des Territoires. Je suis arrivé il y a maintenant 3 mois et cette maison est absolument extraordinaire. J'espère que vous partagez l'enthousiasme qui est le mien par rapport à la maison. Je vais être bref, simplement pour vous dire que l'industrie, d'abord, dans sa globalité, est un sujet qui intéresse depuis longtemps la Banque des Territoires. Dans les 3 dernières années, nous avons investi pratiquement 1,2 milliard dans le secteur industriel, mais plus que le chiffre de 1,2 milliard, ce qui, je crois, est plus intéressant, c'est le fait que nous avons investi dans près de 260 projets. Et ça prouve donc la diversité de notre angle d'intervention, depuis des tout petits dossiers jusqu'à des dossiers beaucoup plus significatifs.
Et nous comptons bien continuer, notamment sur les aspects de transition énergétique et d'efficacité énergétique industrielle. On a réalisé une étude et on a constaté que normalement, si notre étude est exacte, on parle de pratiquement 20 milliards d'investissements qui seront nécessaires d'ici 2030 pour parvenir à cette efficacité énergétique décarbonée. Donc il y a beaucoup à faire et nous comptons bien être présents dans ce challenge qui est devant nous. Alors, nous n'avons pas rien fait dans ce domaine jusqu'à là, et dans le cadre de cette table ronde, de cet événement aujourd'hui, nous sommes très heureux. Alors, nous avons 2 tables rondes, et comme c'est très logique, je vais commencer par vous parler de la seconde. La seconde table ronde rassemblera nos partenaires de Aponergie, avec Guénaël Cotet, et d'Equance, Adrienne Pantou, avec qui nous réalisons des investissements, et ils nous parleront donc d'Apoinvest et d'Efiwatt, qui sont 2 dossiers dans lesquels nous avons investi au niveau de la Banque des Territoires et qui nous semblent tout à fait en ligne avec nos objectifs. Et puis, pour être logique, je termine avec la première table ronde. Et donc, la première table ronde rassemblera ici Aurélie Picard, déléguée générale de Nouveaux Systèmes énergétiques, et Christophe Debar, président d'Alice, qui vont nous détailler les défis tout à fait cruciaux liés à l'efficacité énergétique et industrielle en matière de réindustrialisation, de compétitivité, d'emploi, etc. Et donc, je laisse la parole, non pas physiquement, mais en vidéo, à Claire Durieux, conseillère de Bruno Le Maire, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous physiquement, mais qui est avec nous en vidéo. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous, Claire Durieux, je suis conseillère transition écologique et énergie au cabinet de Bruno Le Maire. Je remercie chaleureusement la Banque des Territoires pour m'avoir permis de participer à cet événement. J'aurais souhaité être présente en présentiel, mais malheureusement, mon agenda ne l'a plus permis. Donc, je vous prie de m'en excuser, ce sera un message vidéo. Donc, pour parler de ce beau sujet de l'efficacité énergétique industrielle, qui est évidemment une priorité du gouvernement dans son objectif à la fois de décarbonation et de réindustrialisation. L'industrie, c'est environ un peu moins de 300 TWh de consommation d'énergie en France, c'est quasiment 20% de la consommation d'énergie. Donc c'est un enjeu qui est évidemment majeur. C'est aussi un enjeu économique, puisque pour une entreprise, gagner en efficacité énergétique, c'est gagner aussi en efficacité économique. Et c'est aussi une manière d'agir pour le climat que de réduire sa consommation d'énergie, puisque, comme l'a dit le ministre Le Maire dernièrement, la sobriété, ce n'est pas uniquement pour passer l'hiver, mais c'est pour passer le siècle. Donc, efficacité énergétique industrielle, bonne pour le portefeuille des entreprises, bonne pour le climat, c'est un peu le triangle d'or de la décarbonation industrielle. J'avais 3 éléments qui me semblaient intéressants de partager avec vous aujourd'hui. Le premier concerne les technologies qui sont mobilisables dans le cadre de l'efficacité énergétique industrielle, en particulier la chaleur fatale, avec un potentiel de l'ordre de 100 TWh de chaleur fatale industrielle, un peu moins quand on parle de la haute chaleur fatale industrielle à haute température, qui peuvent être récupérées, réutilisées avec des technologies qu'on connaît, qu'il s'agisse de réincorporation dans un réseau de chaleur ou de stockage avec d'autres types d'instruments, type céramique, comme le fait une très belle entreprise qui s'appelle Ecotech Céram. Le ministre Le Maire, lors d'un déplacement consacré aux économies d'énergie le 11 mars, a justement voulu mettre le paquet pour accélérer sur la récupération, réutilisation de chaleur fatale et a annoncé que nous allions travailler à mettre en place un mécanisme d'assurance, un mécanisme de garantie qui permettrait de couvrir le réseau de chaleur contre le risque de contrepartie de l'un des industriels qui alimente ce réseau de chaleur. Donc les travaux sont en cours. J'en profite pour inviter tous ceux qui sont intéressés par le sujet et qui ont
des analyses à apporter, des remarques à faire, je les invite à contacter la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est le bon moment. Il y a bien sûr d'autres technologies pour faire l'efficacité énergétique industrielle, la gestion technique des bâtiments, dont seulement 6% d'ailleurs des industries sont pourvues, repeindre les toits en blanc, etc. Enfin, je ne vais pas faire l'ensemble par le menu. Le deuxième point que je souhaitais évoquer, c'est en termes de financement de ces investissements. L'État a mis en place différents outils. Donc, bien sûr, les certificats d'économie d'énergie que vous connaissez. Le ministre Le Maire a annoncé que nous allions renforcer, dans le cadre des C2E, les financements des contrats de performance énergétique, puisque ces contrats de performance énergétique qui permettent de rémunérer, de financer au moins en partie l'investissement initial avec les économies d'énergie qui sont réalisées, sont des modèles qui sont quand même très vertueux. Et enfin, nous avons mis en place, le ministère a mis en place des garanties pour des prêts verts. Et donc, très concrètement, vous êtes un industriel, vous avez un projet d'efficacité énergétique, de décarbonation. Vous pouvez, à partir de juillet, vous rendre dans votre agence bancaire et leur demander à bénéficier de la garantie verte de l'État opérée par Bpifrance. Et ça vous permettra de mieux boucler votre plan de financement. Et enfin, le troisième message que je souhaitais vraiment faire passer, c'est qu'il est important, je pense, de ne pas attendre que les prix de l'énergie soient très hauts pour se préoccuper d'efficacité énergétique. Faire ces investissements d'efficacité énergétique dès maintenant, alors que les prix sont moins hauts qu'ils ont pu l'être, c'est un avantage comparatif, un avantage compétitif pour vous, puisque si vous les faites maintenant, vous en aurez déjà les fruits quand les prix de l'énergie seront si les prix de l'énergie remontent. Donc voilà, mais je pense que je m'adresse à des convaincus. En tout cas, je vous souhaite un excellent événement et je remercie encore la Banque des Territoires pour cette invitation. Merci François. Et merci Claire à distance pour ce mot d'introduction, pour ces mots d'introduction. Vous voyez, on est déjà quasiment au cœur du sujet sur des questions de financement, des questions de dispositifs de soutien, des questions de passage à l'acte aussi pour pouvoir investir dans des solutions d'efficacité énergétique. Et donc, on va passer maintenant à la première table ronde qui va permettre un petit peu de comprendre et de décrypter ces enjeux liés à l'efficacité énergétique industrielle. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir cette fois-ci Aurélie Picard et Christophe Debar, si vous voulez bien nous rejoindre et vous installer. Je vous donne aussi, ça vous aidera, vous verrez, un micro. Alors Aurélie, vous êtes déléguée générale du comité stratégique de filière du nouveau système énergétique et vous animez aussi la démarche Je décarbone en partenariat avec Alice et l'État. La démarche a pour objectif de décarboner l'industrie française avec des solutions à fort contenu local. On aura l'occasion de creuser un petit peu plus sur le sujet et surtout vous m'arrêtez quand je dis des bêtises, n'hésitez pas. Christophe, vous êtes président exécutif d'Alice. C'est une alliance technique qui a vocation à rassembler les acteurs de la filière, industriels, exploitants, offreurs de solutions. On parlait justement tout à l'heure de réunir l'ensemble de ces acteurs pour soutenir le développement de solutions de décarbonation performantes. Chaque séquence, je le précise là pour le public à la fois en distanciel et en présentiel, sera à l'occasion à la fin de poser vos questions. Donc n'hésitez pas dès à présent à réfléchir et puis on pourra faire passer à la fois une hôtesse en présentiel et puis Arnaud qui est avec nous en distanciel pour poser les questions à chaque table ronde. Et donc pour le moment, c'est moi qui vais démarrer pour les questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler d'une manière un peu générale, big picture, quels sont les enjeux de la décarbonation et de l'efficacité énergétique en France ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, avec grand plaisir. Donc pour démarrer, pour vraiment la big picture, si on regarde en France, il y a 5 filières qui sont responsables de 85% des émissions de gaz à effet de serre. Ces 5 filières, c'est les filières où on transforme la matière. On a besoin de beaucoup d'énergie pour aller réagencer les atomes, pour aller former la matière. Donc, quelles sont ces filières ? Le verre, la chimie, la pétrochimie, le papier-carton,
voilà, c'est le ciment, c'est l'acier, c'est ces filières-là qui émettent l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça qu'il y a une politique aujourd'hui avec les 50 sites industriels, parce que quand on regarde les 50 sites industriels qui sont dans cette filière, on arrive à plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France, qui sont en plus, dans le lobe des territoires, ça me semble essentiel de le dire, localisées sur des zones géographiques bien denses. Et Dunkerque et Fos en sont représentatives, et il y a 4-5 grandes zones industrielles qui concentrent la majorité de ces émissions. Si on se met cette fois-ci dans la peau d'un industriel, si vous ne faites pas partie de ces 5 filières, vous êtes une industrie qui mettez en forme la matière, mais vous n'êtes pas dans des fortes émissions de gaz à effet de serre. On est dans de l'incrémental. Et donc, quand on regarde ces émissions, le premier poste qu'on va avoir, c'est de remonter jusqu'à ce début de la chaîne de valeur sur ce qu'on appelle Scope 3. On va devoir gérer ces fournisseurs, qui sont les émissions qu'on incorpore dans notre produit de par ce qu'on a acheté. Et on retombe in fine, tout au bout de la chaîne, à ces 5 grandes filières de transformation de la matière. Une fois qu'on a regardé Scope 3, si on regarde son énergie, ce qu'on va utiliser, en fait, ce dont on a peu conscience, et sur quoi je tiens à insister, c'est qu'en moyenne, 70% des besoins d'une industrie, c'est de la chaleur. C'est pour faire de la chaleur. Et en fait, c'est pas si étonnant que ça, parce que si on prend le parallèle avec nous, chacun d'entre nous, le particulier, on est à peu près 50%. Si on prend le tertiaire, on n'est pas loin des 50-60%. Donc la chaleur est le premier usage, le premier besoin qu'on a énergétique. Et donc le premier enjeu de décarbonation, c'est bien un enjeu autour de la chaleur. Et ensuite, si on regarde les leviers activables les plus simples, si on veut mettre en œuvre son plan d'action de décarbonation, sans parler du Scope 3, mais Scope 3, je vous en ai parlé de fournisseurs en tout cas, sur la partie énergétique, la première partie, la plus simple, qui est accessible pour tout le monde, c'est de faire de l'efficacité énergétique. Sur cette partie-là, chasser les fuites des compresseurs, mettre un variateur sur son moteur, et comme on l'a pour les bâtiments, on a moins de 7% des moteurs qui sont équipés d'un variateur, alors qu'on peut économiser 10-20% d'énergie. C'est vraiment le premier levier qu'on peut activer. Le deuxième, c'est d'avoir bien conscience de ses usages et d'adapter son plan d'action. Et la chaleur n'est pas forcément faite par du gaz ou de l'électricité, mais on peut aller la prendre dans le soleil, c'est le solaire thermique, dans le sol, c'est la géothermie. Voilà, rapidement pour le plan d'action. D'accord, c'est parfait. On comprend aussi qu'il y a beaucoup d'actions qui sont accessibles assez rapidement sans avoir nécessairement des investissements très lourds. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Christophe ? Je pense qu'Aurélie a déjà brossé un tableau déjà relativement complet de la situation, du contexte. Non, simplement rajouter quand même qu'ayons en tête aussi et rappelons-le, que l'énergie a fait de gros efforts, très gros efforts en matière de décarbonation, d'efficacité énergétique. Depuis 1990, on a pratiquement divisé par 2 les émissions du secteur industriel. Je pense qu'il faut le rappeler, et que l'industrie, c'est quelque chose de complexe. C'est complexe pourquoi ? Parce qu'il y a tout de suite un souci et une question de compétitivité avec des contraintes fortes qui sont celles de l'énergie dont on est en train de parler là, et également de la matière, des matières premières, des ressources, de manière plus générale. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler par rapport au sujet industriel. Ensuite, ce que je voulais aussi peut-être préciser, c'est, Aurélie a parlé de l'ensemble de la filière. Juste un moment s'attarder sur les différentes typologies d'acteurs. C'est-à-dire quand on parle de l'industrie, on parle déjà des acteurs de l'offre de solutions. Et soyons fiers en France d'avoir aussi une belle offre de solutions énergétiques. Donc le comité stratégique de filière est là pour la fédérer, l'animer, la déployer, la développer. Nous sommes là, nous aussi, dans le cadre d'Alice pour cela, bien sûr. Donc, les offreurs de solutions. Eux, ces offreurs de solutions, je dirais, c'est dans le cœur de leur stratégie que de faire de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation. Ils doivent vivre pour cela. Et puis, vous avez les exploitants industriels à l'autre bout de la chaîne de valeur, bien entendu. Et là, juste par rapport à ce qui était dit précédemment, vous avez les gros acteurs, on parlait des 50 sites industriels, ils n'ont pas d'autre choix que de décarboner, que de faire de l'efficacité énergétique et décarboner cela. Et puis vous avez derrière les ETI et puis les PME, PMI, où là c'est en centaines de milliers d'entreprises dont on parle, et on revient sur la notion de Scope 3 dont parlait Aurélie précédemment. Et donc je pense qu'il faut bien avoir en tête l'ensemble de la filière telle que se structure au jour d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est l'ensemble de la filière qui conditionne le poids énergétique et carbone de l'ensemble des produits. Alors, bon, comme on a la Banque des Territoires, on va aussi un petit peu parler financement. Financement au sens général, hein, toujours. Quels sont les financements qui sont disponibles là au service de l'efficacité énergétique et de la décarbonation dans l'industriel? Donc, il y a des financements privés et des financements publics. Et je commence par privé, parce que souvent, le premier réflexe, et on y tient, le premier réflexe, quand on parle de décarbonation, les gens nous demandent subvention. Quoi, je pense important de bien passer le message qu'aujourd'hui, les acteurs de la finance privée sont là pour accompagner la décarbonation. Ils sont extrêmement actifs sur le sujet et disposés à accompagner les projets de décarbonation, aussi bien des industriels qui cherchent à se décarboner que des acteurs qui offrent des solutions et pour lesquels on sait que les marchés vont se développer fortement. Donc, sur la partie privée, selon le type de projet que l'on mène, on a des outils qui sont différents à mobiliser. On peut aller chercher des sociétés de projet, on peut aller mobiliser sa banque, on a vu qu'il y avait des garanties de l'État. On a également la capacité de monter des contrats de performance énergétique, où c'est un tiers qui va gérer le projet, opérer. On peut chercher un tiers investissement. Tout ça, on l'explique sur la plateforme Je décarbone. Et on va renforcer les explications avec le partenariat qu'on développe avec les acteurs de la finance, dont la Banque des Territoires. Et puis ensuite, pour ce qui est de la partie publique, l'État a fait un effort incroyable. Il a mis en place une plateforme de synthèse des subventions que vous pouvez obtenir. Et donc, il y a une plateforme que vous trouvez assez facilement quand vous cherchez subvention, décarbonation. Elle est très ergonomique et je vous encourage à l'utiliser. Bon, alors avec tout ça, tout le monde devrait commencer à faire plein d'efficacité énergétique et plein de décarbonation. Pourtant, ce n'est pas encore le cas, donc il y a quelques petits freins encore. Oui, alors, il y a quand même quelque chose, hein, c'est le fameux ROI, où quand on est face à un industriel, hein, on en voit nombre d'entre eux avec des exigences quand même d'avoir des retours sur investissement qui sont très courts. Donc ça amène des contraintes fortes, finalement, dans les choix qui sont faits. Le deuxième sujet qu'il faut avoir en tête, c'est quand on est dans l'industrie, quand on touche à l'outil de production. L'outil de production, il est là pour une vingtaine d'années, dans nombre de cas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des contraintes de verrouillage technologique. Et que finalement, l'industriel qui a investi dans un outil il y a 7 ou 8 ans, il se trouve aussi dans une situation dans laquelle il peut être assez convaincu du fait de basculer vers des solutions alternatives, vers des solutions plus performantes, mais il est finalement dans la durée avec cet outil dans lequel il a investi il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il va falloir qu'il maintienne encore un certain temps. Ce qu'on peut quand même noter aussi, moi ce que je note par rapport aux difficultés qu'on peut trouver, c'est qu'il y a parfois des trous dans la raquette sur certains niveaux de financement. C'est peut-être plus facile d'aller trouver 1 million d'euros que d'aller trouver 100 000 euros quand on est dans l'industrie, quand on fait de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation. Ça, c'est quand même des choses qui reviennent assez souvent. Et avec, malgré tout, une opportunité en matière de financement, c'est que plus on se rapproche du cœur du process, de vraiment le four, le séchoir, l'unité de production, là on rentre dans la raison d'être de l'entreprise et on arrive quand même à aller vers des solutions performantes et trouver des financements peut-être plus facilement quand on est sur le cœur de l'outil de production que quand on est sur la périphérie. C'est-à-dire finalement c'est plus facile d'aller financer un four performant que d'aller financer le système de récupération de chaleur qu'on trouve autour du four. Ça c'est aussi des choses que l'on nous remonte et que les acteurs avec lesquels on travaille constatent lorsqu'ils sont en présence de recherche, enfin lorsqu'ils sont en recherche de financement. Voilà. Et puis peut-être, je voulais ajouter par rapport à l'ensemble des dispositifs aussi, le sujet des certificats d'économie d'énergie, ce dispositif qui est un dispositif de gré à gré et qui permet aussi, qui devrait permettre en tout cas, il y a un vrai challenge et dans le contrat stratégique de filière qui est en passe d'être signé avec les pouvoirs publics, il y a vraiment un axe qui concerne 2 sujets. Un premier sujet qui est un sujet de simplification des opérations qui sont des opérations qu'on appelle spécifiques. Il y en a, c'est en dizaines par an, pas plus, ce qui se passe dans l'industrie avec ces opérations-là. Le dispositif est complexe, les délais d'instruction sont extrêmement longs.
Donc il faut simplifier ça. Et la deuxième chose, c'est favoriser aussi l'émergence de fiches standards. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est là, nous venons, et sur Alice, nous avons vraiment une mission sur laquelle on se doit de faire émerger avec les acteurs qui proposent des solutions plutôt innovantes, qui ne sont pas encore dans le cadre de fiches, un certain nombre de fiches. On va voir arriver d'ici cet été une fiche sur les pompes à chaleur dans l'industrie. On va voir arriver cet été une fiche aussi sur les systèmes de conversion de chaleur en électricité ou en air comprimé, en énergie mécanique. Donc ça, c'est des fiches standards qui vont se déployer. Et puis, les pouvoirs publics souhaitent mettre en place une fiche, ou en tout cas qui est un dossier de préinscription sur les fours industriels. Parce qu'il y a un gros enjeu, Aurélie le disait tout à l'heure, 70% de la consommation d'énergie dans l'industrie, c'est de la chaleur. Donc quand on dit de la chaleur, c'est essentiellement quoi? C'est essentiellement des fours. Et puis évidemment, tout ce qui est en amont, la production de chaleur pour ces fours. Voilà. Donc pour dire aussi qu'il y a une certaine dynamique et que Alice, le CSF, Jeux des Carbones, on est à la manœuvre aussi par rapport à des actions qui vont dans le sens de renforcer ce dispositif. D'accord. Et alors justement, comment on peut faire pour aller plus vite? Qu'est-ce qui peut changer la donne pour pouvoir aller dans quelque chose qui soit plus rapide, plus efficace, plus efficient? Vous m'aviez parlé de champion de la décarbonation. Oui, alors aujourd'hui, on voit quoi? Déjà, on peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Sur la partie moitié pleine, on voit une vraie accélération. On voit vraiment que les clients demandent à ce que leurs fournisseurs soient décarbonés, pilotent les contraintes cascades. Les acteurs de la finance sont également très attentifs au sujet. Donc on voit une vraie accélération, une vraie prise de conscience. On a sur la partie difficulté la question de comment je finance effectivement ma décarbonation. Est-ce que j'ai ROI? Quelles sont les parties qui sont rentables? C'est là où la partie efficacité énergétique, c'est un sans regret. Et ensuite, on rentre dans des questions complexes. Et des questions complexes, des questions où il y a plein d'options technologiques. Si vous connectez à Jeux des Carbones, vous verrez, on a un petit schéma où on montre toutes les options technologiques qui sont disponibles selon ce que vous cherchez. Il est complexe et vous avez besoin, et on a besoin de bien s'entourer. On a besoin d'avoir les acteurs qui permettent de bien monter son projet, d'identifier quelles sont les technologies que je mobilise, quels sont les acteurs financiers que je mobilise, quels sont les conseils que je mobilise. Nous, à travers Jeux des Carbones, ce qu'on cherche à faire, c'est de simplifier justement cette identification des biens partenaires, mais également de mettre en lumière les offreurs de solutions qui existent en France et en Europe, qui ne sont pas toujours facilement visibles et qui ont des très belles solutions. Et c'est là notre ambition, c'est derrière de faire émerger, d'ici la fin de la décennie, 5 à 10 champions français des technologies de la décarbonation. Et par rapport à une des problématiques identifiées à date, sur ceux qui sont sur le cœur de métier, qui viennent toucher précisément au process industriel, il y a un vrai besoin de mobilisation de l'ensemble de l'écosystème pour sécuriser les industriels qui sont les premiers à mettre en œuvre ces solutions. Donc on voit déjà quelques potentiels champions qui émergent bien, et puis on accompagne ensemble, collectivement, ceux qui, pour passer cette étape-là, qui est l'étape critique aujourd'hui pour les offreurs de solutions, quand ils sont sur le cœur de process, de bien sécuriser les 2-3 premières références, parce que faire une modification de son process, c'est quelque chose qui peut être impressionnant. Très bien. Alors, petite séquence questions. Dans le public, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou pas. Les choses sont très claires, hein, visiblement. On est dans un... Ah, une question. Oui, bonjour. Donc Emmanuel Legrand, directeur du département transition énergétique à la Banque des Territoires. Moi, pour rebondir sur ce que vous disiez... parce qu'on est dans un lieu où il faut être un peu impertinent, hein, et qu'on essaie de se dire les choses pour les faire avancer. Quand on échange avec un certain nombre de porteurs de solutions, notamment des PME, j'entends l'ambition à terme de faire émerger des champions nationaux. C'est ce qu'on aime bien et ça peut être utile. Mais quand on échange avec des PME qui sont porteurs de solutions, souvent on a un retour qui est un peu systématique, c'est... mais j'en peux plus de passer des heures à essayer de convaincre les dirigeants des grands groupes ou des grands sites industriels à adopter ma solution. Ils disent tous que c'est intéressant, mais on a une difficulté sur le passage à l'acte.
Cette difficulté du passage à l'acte, on la connaît bien, nous, on la vit aussi dans d'autres domaines de l'efficacité énergétique, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. On a essayé de faire des choses, aider les collectivités locales, mais il me semble qu'on a ce sujet-là aussi dans l'industrie. Comment vous l'appréhendez, cette sujet-là ? C'est toute la raison d'être de c'est toute la raison. En tout cas, Je décarbone à cette vocation-là de travailler tous ensemble. Et on l'a monté notamment avec les intégrateurs, c'est-à-dire ces sociétés qui accompagnent les entreprises pour leur monter le projet. C'est des gens qui font du projet tous les jours. Et si ceux-là sont convaincus, si on les convainc une fois, ils peuvent proposer la solution 20, 100 fois. Et donc c'est vraiment un travail de fond qu'on mène à la fois avec les industriels, mais également avec l'ensemble de l'écosystème qui accompagne les industriels, professionnels ou institutionnels. Aujourd'hui, il y a plus de 40 associations qui sont partenaires de Je décarbone, les CCI, les MEDEF, je ne vais pas tous les citer, les pôles de compétitivité, mais le travail qu'on fait, c'est vraiment le travail de faire à la fois avec les industriels, et on fait un tour dans les régions pour rencontrer, pour multiplier les rencontres justement avec les industriels qui cherchent à se décarboner, un travail avec les acteurs qui accompagnent pour démultiplier, et à côté un travail de fond avec notamment l'ADEME sur l'ergonomie de la présentation du package de financement et de la mise en valeur de cette assurance qui existe aujourd'hui dans certains des outils de France 2030. Il y a déjà une partie assurantielle pour l'industriel qui met en œuvre la solution. Et on vise à une meilleure ergonomie, je dirais. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui, lui, a la solution, soit en capacité de bien expliquer les dispositifs publics qui peuvent être mobilisés pour que cette partie de risque, qu'on doit regarder en face, on ne doit pas la nier, elle est compréhensible, on la traite. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent déjà, mais qui sont méconnus. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu pour 2024, que dans la présentation, on mette en avant cette partie assurantielle qui existe. Fait signe, il y a une question du côté distanciel. Exactement. S'agissant, c'est le sujet que vous venez d'évoquer également, des certificats d'économie d'énergie, quelles sont les pistes envisagées pour simplifier les opérations spécifiques ? C'est un vaste sujet. Je ne sais pas si je suis en capacité de pouvoir résumer, mais notamment, il y a quand même des questions d'avoir sur une soumission de dossier, je dirais, sur la préfiguration d'opérations, et une validation de l'État sur une sorte de faisabilité finalement des dossiers préalables, de manière quand même à passer un cliquet, ça peut marcher ou pas. Ça c'est une chose. Ensuite derrière c'est une question aussi de ressources, hein, et notamment au niveau de la DGEC, d'être en capacité aussi d'avoir les ressources suffisantes pour réduire les délais d'instruction de ces dossiers qui peuvent être de l'ordre de 18 mois. Donc ça veut dire que forcément quand des acteurs, que ce soit des intégrateurs ou des offreurs de solutions, engagent ce type d'opération, finalement, ils engagent aussi des fonds et des financements en ayant derrière l'attente finalement du retour en matière de certificats qui arrive beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ces deux axes finalement sur lesquels il y a quand même un travail qui doit être fait. Au-delà de ça, on est aussi avec une volonté, et c'est ce qu'on a inscrit au contrat de filière, d'avoir une cartographie finalement qui permette d'avoir un peu une vision claire des solutions sur lesquelles il faut essayer de prioriser, qu'il va falloir essayer de pousser, et de pousser dans le cadre de certificats d'économie d'énergie, que ce soit du spécifique ou du standard, de manière aussi à générer derrière des feuilles de route là-dessus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, et puis, pour rappeler ce que vous aviez dit tout à l'heure aussi, le fait d'avoir plus de fiches standardisées, mécaniquement, facilite le travail. Alors, c'est vrai que, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais les certificats d'économie d'énergie, les fiches sont organisées par filière. Il y a la filière du bâtiment, des logements, du tertiaire, de l'industrie. Beaucoup 32 en industrie. Voilà, c'est 32 versus plusieurs centaines sur les autres segments. Donc là, il y a très clairement une asymétrie qui peut facilement se corriger. Plus de fiches standardisées, moins de travail du code administratif, à la fois du côté des déposeurs, des instructeurs. Donc ça me semble être aussi une piste tout à fait intéressante et prometteuse en matière de simplification. Peut-être une petite chose aussi à ajouter par rapport au retour que vous avez de la part de la difficulté des offres de solutions à convaincre. On était ensemble avec le SGPE avant-hier, hein, qui rappelait des chiffres, et notamment que à peu près 30 à 40% de l'effort de décarbonation à l'horizon 2030, il va provenir du tissu diffus de l'industrie. Et finalement, quand on est offreur de solutions et qu'on s'adresse à une PME qui est dans le tissu diffus ou à certaines ETI,
finalement, on n'est peut-être pas dans la même relation qu'avec des groupes industriels qui sont déjà très bien acculturés, enfin on pourrait le supposer en tout cas, à ces démarches, et notamment par rapport à ce tissu diffus, je crois qu'il y a aussi un problème, une question d'acculturation, et on en parlait aussi, on était là aussi ensemble avant-hier, sur les questions de se dire que très tôt dans un projet, la question du financement doit arriver. C'est pas on commence à faire des études de faisabilité, on va loin dans la préfiguration de la solution technique, et à un moment donné, arrive la question du financement. Non. Il faut quand même que très tôt, on était aussi avec Sébastien pour discuter de ce sujet-là, que très tôt, le financement soit, je dirais, complètement intégré dans la démarche de l'industriel potentiellement acquéreur. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Merci Aurélie, merci Christophe. Le temps nous pousse à clôturer cette séquence. On peut vous applaudir. Merci pour votre intervention. Il est maintenant temps de passer justement à la séquence solutions. On a parlé de champions, on a parlé d'agir sur le diffus. Je pense que là, on est vraiment dans le sujet. Donc, j'appelle à nous rejoindre Adrien Depantou, Guillaume Sarfati, Gwenaël Cotet, Jean Guilbault et Franck Charon de l'autre côté. On va se répartir les sièges. Voilà, tout le monde va pouvoir prendre sa place. Et on va commencer par EFIWatt. EFIWatt, quel beau nom. Alors Adrien, vous êtes directeur commercial du groupe Equans. Donc Equans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 75 000 salariés dans le monde, 25 000 en France. Ça a augmenté ? 90 000. Ah bah voilà, bah oui, mais mes chiffres ne sont pas à jour. Des sociétés connues comme Axima, Ineo, avec des compétences larges en génie électrique, climatique, bien évidemment efficacité énergétique au sens large. Et commence à rejoindre le groupe Bouygues en octobre 2022. Ça, c'est bon, ça n'a pas bougé. Guillaume, on se connaît, nous, déjà pas mal, donc investisseur dans le département transition énergétique et écologique, structuré justement avec Adrien et puis aussi avec les équipes de Tikeo Capital, que je salue. C'est aussi l'occasion de leur passer un petit clin d'œil, Clara Mousset et Maud Lecoin notamment. Donc EFIWatt, c'est une société détenue par Equans, Tikeo et la Banque des Territoires, dotée de 35 millions d'euros de capacité d'investissement, qui a vocation à simplifier justement le passage à l'acte des solutions d'efficacité énergétique, une solution clé en main pour des clients industriels, pour des clients d'entreprises, de collectivités, PME, ETI, et qui vise à notamment proposer des contrats de performance énergétique pour pouvoir adresser tout type de projet, alors plutôt les petits moyens, typiquement. Donc Adrien, Guillaume, là, la question c'est pour vous deux. Cette société, qu'est-ce qui a poussé justement à monter une société de tiers financement pour répondre à quel besoin? Quel était votre diagnostic sur le marché? Alors, le diagnostic, on partage ce qui a déjà été dit sur le fait que la rénovation énergétique, c'est fondamental et que pourtant, rien ne va assez vite. Et ce qu'on constate également, c'est que les solutions techniques, aujourd'hui, elles existent pour l'industrie. Et nous, chez Equans, on a la chance d'en maîtriser un panel assez large. Ça va de la pompe à chaleur, du relamping, du photovoltaïque, mais également les solutions qui ont été évoquées, de stockage thermique, de géothermie, etc. Et donc ces solutions, elles existent, pourtant elles ne sont pas mises en œuvre. Alors il y a plusieurs explications. Madame Durieux expliquait dans la vidéo le problème du prix de l'énergie. Et ça, c'est vrai que nous, on le constate de manière très claire, notamment sur le sujet pompe à chaleur. Quand le gaz a augmenté en 2022, on a eu des sollicitations pour installer des pompes à chaleur dans l'industrie qui ont augmenté aussi. Et dès que le gaz a commencé à baisser, les sollicitations ont disparu et les clients qui nous avaient sollicités n'étaient plus intéressés. Donc c'est vrai que ce paramètre du prix de l'énergie, il faut arriver à mieux l'anticiper pour ne pas être retrouvé dans la même situation dans 1 an, dans 2 ans, quand le prix du gaz va réaugmenter.
L'autre chose qu'on a constaté, c'est le fait que le financement pouvait souvent être un élément bloquant, et ça a été dit dans la première table ronde, notamment sur des petits projets, pour des projets à partir de 100 000 euros. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire avec FIWatt, c'est de créer vraiment un véhicule qui permet de lever ce verrou du financement dès les projets de petite taille. Guillaume, tu voulais compléter ? Tout a été bien dit, mais peut-être pour ajouter que de notre côté, donc, on était évidemment convaincus du besoin. On a parlé de 20 milliards d'euros tout à l'heure, et du besoin également de renforcer la partie financement pour pouvoir permettre le passage à l'acte de tous ces acteurs. Et donc, cette initiative, elle est venue justement de ce besoin de se rapprocher d'acteurs qui permettent de répondre de manière globale à ce défi, de manière intégrée, et nous, de jouer notre rôle pour renforcer cette brique de tiers financement et sa manière de venir dans le processus du passage à l'acte des industriels. D'accord, ok. Et alors, pourquoi le groupe Equans s'est rapproché de la Banque des Territoires pour ce sujet ? Est-ce que c'était pour notre charme naturel ou pour une autre raison ? Alors, pour plein de raisons. Déjà, Bouygues et la Caisse des dépôts, de manière plus générale, c'est une longue histoire de partenariat. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et que les collaborations se déroulent bien. Je pense qu'on a à la fois, on partage beaucoup de choses en commun, notamment le fait qu'on est des partenaires des collectivités, des industriels depuis longtemps. Vous comme nous, on a également un maillage territorial qui est très fort. Chez Equans, en France, c'est un réseau de 700 agences, donc avec les marques les plus connues, Ineo, Axima et Bouygues Énergie et Services, qui sont implantées au plus proche de nos clients. Donc on partage tout ça en commun, et néanmoins, on est complémentaires également sur pas mal d'aspects, et notamment un qui est fondamental, c'est que chez Equans, on a une vocation à être asset light. Alors excusez-moi pour cet anglicisme, mais donc on a vocation à ne pas porter le financement sur notre bilan. Et donc pour ça, on cherche à s'associer avec des investisseurs, et donc c'est naturellement qu'on s'est tourné vers la Banque des Territoires. Merci. Et bon, moi je connais déjà la réponse, mais Guillaume, du coup, nous, quel était notre intérêt pour se rapprocher d'Equans sur ce projet ? Eh bien, en complémentarité, beaucoup de raisons, peut-être 4 à mentionner. La première, c'est répondre à la manière dont on veut répondre à ces défis, c'est-à-dire de manière globale. Et là, Equans est capable d'agir sur un large spectre d'opérations, d'une partie sur le thermique, récupération de chaleur, production de froid, de chaleur, mais aussi sur l'électrique, gestion technique du bâtiment, relamping, et donc d'offrir à ces industriels ou à ces contreparties une offre globale et une réponse globale à leurs problèmes d'efficacité énergétique. Le deuxième point, c'est la capacité aussi d'Equans d'intervenir de manière intégrée pour un parcours client de l'étude jusqu'à l'exploitation maintenance, le suivi des réductions de consommation en passant par la conception-réalisation. Donc proposer à ces personnes qui peuvent passer à l'acte un interlocuteur sur toute la durée du projet, et nous renforcer cette brique tiers financement qui va permettre donc d'accroître encore ce parcours client avec un seul contact. La troisième que je voulais mentionner, c'est une spécificité de ce grand groupe qui donc est un grand groupe, mais a la capacité et la vocation à adresser de petits projets avec un chiffre d'affaires fortement intégré de petits contrats. Et nous, on avait envie, avec cette plateforme, notamment d'adresser tout le diffus des industriels ou des entreprises qui ont besoin de passer à l'acte sur l'efficacité énergétique. Donc c'était un vrai argument pour renforcer cette collaboration. Et puis le dernier, qui n'est pas des moindres, donc la collaboration de long terme entre la Caisse des dépôts, investisseurs de long terme, et le groupe Bouygues/Equans pour faire ce partenariat avec un tiers de confiance et sur le long terme pour les contreparties qui passeraient à l'action. Ouais, le diffus, hein, ça revient à nouveau. Hein, c'est un gisement quand même assez important et qui est quand même assez complexe toujours à adresser. Donc c'est vrai que mettre en place des solutions de ce type, c'est toujours intéressant. Alors j'en profite pour montrer un petit peu le schéma pour rentrer dans le détail du montage, hein, comme on disait, Equans, Tikeo Capital, la Banque des Territoires, cette plateforme, et puis un contrat global qui est adressé aux clients. Et alors comment on fait pour adresser sur le terrain concrètement les opérations ?
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que EFIWatt, c'est pas quelque chose d'isolé au sein d'Equans. Donc nous, on est un offreur de solutions. J'ai dit, on offre des solutions, un panel de solutions qui est assez large. On avait déjà historiquement les briques conception, installation, exploitation, maintenance. Et ces derniers mois, on a ajouté 2 briques. Donc il y a la brique EFIWatt qui apporte une solution de financement. Et en début d'année, on a aussi ajouté une brique qui s'appelle Carbon Shift, qui est chargée d'intervenir vraiment en amont sur les projets pour accompagner des acteurs industriels qui auraient une volonté de décarboner mais qui ne sauraient pas vraiment comment s'y prendre. Et avec Carbon Shift, on va vraiment mener en amont des travaux d'identification, on va dire de défricher ce qui se passe sur leur site pour pouvoir leur proposer un schéma directeur de décarbonation. Donc globalement, c'est simple, hein, on leur met dans une matrice des actions possibles avec combien ça coûte et combien de tonnes de CO2 ça va permettre d'économiser. Et ensuite, il n'a plus qu'à choisir les actions qu'il veut mettre en œuvre. Et nous, la différence, ou peut-être l'étape supplémentaire de ce qu'on peut proposer par rapport à d'autres, c'est que quand on dit ça coûte tant et ça permet d'économiser tant de CO2, c'est quelque chose sur lequel on est capable de s'engager. Parce que derrière, on est capable de faire les travaux et de prendre l'engagement vraiment de la performance, à la fois sur le prix, bien sûr, et sur le CO2 économisé. Et donc, cette brique EFIWatt, elle vient compléter l'offre Carbon Shift en disant, voilà votre schéma directeur, on vous propose telle action, ça coûte tant, ça permet d'économiser tant de CO2, et en plus, on a une solution de financement qui peut également être pluguée sur ces actions. Peut-être un deuxième axe également qu'on a étudié avec EFIWatt, c'est la simplification des formalités administratives. Parce que une fois encore. Souvent, le financement est associé pour beaucoup de personnes à une lourdeur administrative qui est insurmontable, notamment quand il s'agit de projets de petite taille. Et donc avec EFIWatt, on a vraiment visé une simplification de toutes les formalités pour pouvoir adresser des projets de quelques centaines de milliers d'euros, et on est capable d'établir, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, des offres dans la journée ou en 48 heures maximum. En fait, la structuration est faite quasiment une bonne fois pour tous, on va dire, et ensuite, c'est chaque projet qui vient mutualiser ses coûts de structuration. Projet sur l'industrie, sur le tertiaire public, tertiaire privé aussi également. C'est ça ? Oui, exactement. On s'est attaché avec Equans et puis notre partenaire Tikeo Capital à, d'une part, définir des critères standards qui permettraient à Equans de savoir très précisément quel projet était éligible au tiers financement EFIWatt, nous, d'encadrer nos risques d'intervention tout en levant au maximum donc ces potentielles lourdeurs administratives du financement. Et puis, d'un autre côté, avec notre société de projet dédiée, sa gouvernance, son processus de décision, aussi intervenir sur des projets spécifiques qui répondent à des besoins potentiellement plus complexes, plus gros, ou par exemple, on est ici autour de l'industrie, mais adressé du tertiaire privé et aussi public, avec notamment le marché global de performance énergétique à paiement différé, pour lequel on pourrait également utiliser cette solution pour répondre à ce nouvel, en utilisant ce nouvel outil de la commande publique et s'adapter au processus qui lui est propre. Et alors, si ça fait 6 mois là, à peu près que le dispositif est lancé, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on fait comme bilan ? 6 mois, à la fois, c'est court en matière de développement commercial, les cycles sont relativement longs. Et qu'est-ce qu'on peut dire là, à ce stade ? Il y a un petit schéma qui va avec. Alors, pour reprendre une expression qui a été dite à la dernière table ronde, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on le regarde à moitié plein, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal de sollicitations. Depuis 6 mois qu'on a lancé EFIWatt, un peu moins, on a reçu une trentaine de sollicitations. Donc, c'est des sollicitations qui remontent par le réseau Equans, hein, qui sont dirigées ensuite vers EFIWatt. Donc une trentaine de sollicitations, ça veut dire qu'on en a en moyenne entre 1 et 2 par semaine. Je peux vous dire que déjà aujourd'hui, j'ai eu 2 sollicitations, donc c'est une bonne journée pour EFIWatt. Ça prouve, je pense, que la solution répond à un réel besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est très encourageant. Ensuite, si on regarde le verre à moitié vide, on n'a pas encore signé de projet avec EFIWatt, parce que, et ça a été dit également, il y a un temps de maturation sur ce type de projet qui est long. Et les acteurs, les clients mettent, c'est un cycle de décision qui est de plusieurs mois.
Alors, il y a des sollicitations pour du public, des sollicitations pour du privé. Sur le public, même si c'est pas complètement l'ordre du jour aujourd'hui, un exercice qui est assez intéressant qu'on a fait. Parce que ça pourrait s'appliquer également à du privé, sur un marché global de performance qui avait été gagné, où les travaux étaient étalés sur 8 ans, avec globalement un CAPEX qui était payé chaque année d'environ 500 000 € par an. On a fait l'exercice de se dire, si on avait réalisé l'ensemble des travaux sur la première année, ou sur les 2 premières années, qu'est-ce que ça aurait donné en termes d'économie ? Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, en faisant ça, ça n'aurait pas coûté plus cher pour la collectivité, parce que les économies d'énergie réalisées auraient couvert, et même plus que couvert, le financement. Donc ça veut dire que la collectivité, au lieu de payer sa facture d'énergie, aurait payé des frais financiers et en aurait payé moins. Donc ça aurait été plus efficace économiquement et évidemment plus efficace d'un point de vue émission. C'est une bonne illustration du coup de l'inaction, ça, du coup. Exactement. Et ensuite, sur les acteurs privés, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sollicitations qui remontent vraiment, et ça illustre aussi notre maillage territorial, qui reviennent de toutes les régions. J'ai fait l'exercice, je crois qu'il y a une seule région administrative pour laquelle on n'a pas encore eu de sollicitation. Je ne dirais pas laquelle. Mais donc ça prouve bien qu'on est capable d'adresser vraiment l'ensemble du territoire national avec cette démarche. Eh bien, merci Guillaume, merci Adrien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. A priori, en ligne, il n'y en a pas. Alors, il y avait une question, mais c'était au tout début de la séquence. C'était par rapport à la remarque de Claire Durieux. Quels sont justement les montages privés qui existent sur ces sujets ? Et on est en plein dans la démonstration, donc on y répond. Voilà, tout à fait, exactement. On l'illustre par du concret. Eh bien, Guillaume, Adrien, merci pour ces explications qui sont visiblement très claires. Et donc maintenant, je me tourne vers cette deuxième séquence. On peut les applaudir, oui. Pour parler maintenant d'Apo Invest, alors je vais me balader un petit peu dans les slides. On le fait pour moi, c'est formidable. Merci. Et me retrouver un petit peu dans mes pages. Alors, Gwenaël, Jean, Franck, donc Gwenaël, vous êtes manager chez Aponergie, société de services énergétiques indépendante, créée en 2016, avec aussi beaucoup de contrats de performance énergétique, du tiers-financement, des interventions, on parlait tout à l'heure de chaleur, donc ça c'est vraiment votre cœur de métier, le chaud, le froid, la vapeur, la production d'énergie autoconsommée. Jean, vous êtes, comme on dit, le bénéficiaire final du dispositif. Vous êtes chef d'entreprise maraîcher en Bretagne, les jardins de Savigny, situés près de Rennes, et vous avez bénéficié de la mise en place d'une des actions de performance énergétique, une cogénération financée par Apo Invest. Et Franck, comme Guillaume, on se connaît bien dans l'équipe transition énergétique et écologique, efficacité énergétique, et qui a participé au montage. Alors déjà, je vais le mettre là cette fois-ci d'emblée, c'est intéressant, le petit schéma. Hop, voilà. Donc, petite question d'abord pour Gwenaël. Aponergie aussi accompagne ses clients sur l'ensemble des phases en fait, du dispositif. La conception, la réalisation, l'exploitation, le financement. Pourquoi avoir groupé l'ensemble de ces prestations au sein du cœur de métier d'Apo ? Bonjour tout le monde, merci Sébastien, merci Franck, merci de nous avoir conviés à cette table ronde et de votre confiance pour ce partenariat. Donc Aponergie, effectivement, est ce qu'on appelle par néologisme un CPiste. On est spécialiste du contrat de performance énergétique depuis 2016. C'était un petit peu précurseur. En 2016, on ne parlait pas beaucoup de CPE. On prêchait un peu dans le vide, d'ailleurs, à l'époque, sur le CPE. Et on est très heureux de voir, justement, qu'il y a un grand mouvement aujourd'hui d'intérêt autour de l'instrument. Alors, cet instrument contractuel, pourquoi il est formidable ? Et pour répondre à votre question, c'est le contrat qui permet d'offrir une prestation globale à 360 degrés au client et de déployer, pour commencer, une expertise technique, puisqu'en amont, on est bureau d'études
d'études pour établir des situations de référence, pour modéliser des solutions d'économie d'énergie et l'impact de la mise en place de ces solutions d'économie d'énergie. On est in fine garant de la performance énergétique. C'est une obligation de résultat au travers du contrat de performance énergétique qu'il faut assumer, qu'il faut accepter. Donc exploitant et à minima energy manager des solutions qui sont mises en place. Pourquoi proposer le tout? Parce que je vais faire écho à un certain nombre de choses qui ont été dites déjà, mais quand on regarde le marché industrie et tertiaire, je dirais, mais industrie pour focaliser sur le sujet du jour, et pourquoi il n'y a pas plus d'actions d'économie d'énergie qui sont mises en place alors que les solutions techniques existent? Premièrement, il y a une méconnaissance des solutions, donc il est important d'apporter une expertise technique, et en particulier sur ce marché que vous qualifiez de diffus. Donc ça, c'est le sujet de l'ingénierie. Voilà, c'est le sujet ingénierie en amont, et il faut pouvoir de façon didactique expliquer, proposer les solutions qui peuvent être proposées. Il y a également une autre limite qui existe souvent, c'est le financement justement de ces installations et des équipements. Le dogme du ROI inférieur à 3 ans existe à peu près partout. En efficacité énergétique, des actions à retour sur investissement inférieur à 3 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est des petits pas. Et effectivement, on voit beaucoup le comportement des entreprises qui souhaitent être autonomes sur l'efficacité énergétique, dit que je fais une petite action, en 2 ans elle sera amortie, et puis je recommence et j'ai un plan de charge de la sorte. Sauf que on passe à côté de beaucoup de choses de la sorte, alors qu'avoir un plan d'action global qui certes a un temps de retour sur investissement plus élevé, c'est beaucoup plus efficace. Faut accepter d'emporter l'investissement et sur un temps de retour beaucoup plus long, mais là est notre objet justement, et puis la proposition de valeur qui est faite à l'autre extrême de notre spectre d'activité, c'est de proposer le financement et le tiers financement qui va avec l'ensemble des solutions. Bah oui, c'est vrai que les solutions dont le temps de retour sont courts. On est dans le mou quelque part. C'est des choses qui sont dites sans regret, mais qui n'amènent pas forcément des niveaux de réduction de consommation énergétique très importants. Si on veut aller plus loin, après, c'est des investissements quand même qui sont lourds, qui sont compliqués à porter, et d'où la solution de tiers financement qui permet de concilier ça et de porter sur un certain temps ces solutions avec la garantie de performance qui permet de sécuriser quand même une partie du temps de retour. C'est pas négligeable. En termes de bénéfices, mais aussi en termes de dispositifs, parce que ça veut dire protocole de mesure et de vérification, suivi, engagement. C'est pas juste quelque chose qu'on décrète à l'instant T, c'est un réel engagement. Franck, donc là, on affiche là depuis quelques instants le montage. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous l'expliquer là, parce que il y a quand même pas mal d'intervenants. On a parlé d'Aponergie, Joes aussi un partenaire, et plusieurs structures. D'accord. Alors, peut-être avant, je voudrais quand même répondre à la question que tu as posée tout à l'heure à Guillaume, de savoir pourquoi on avait fait ce partenariat avec FIWatt. Moi, j'aimerais bien aussi répondre pourquoi est-ce qu'on a fait ce partenariat avec Poinvest. En fait, avec Poinvest. Juste en intro, dire qu'on fait, côté Banque des Territoires, on sait adresser des projets de gros industriels. On l'a fait historiquement avec notamment un partenaire comme Solvay, où on a mis un partenariat pour adresser du cofinancement pour la décarbonation d'utilités industrielles sur des sites de Solvay. Mais nous, ce qu'on souhaite, côté Banque des Territoires, c'est adresser vraiment une offre la plus large possible, quelle que soit la taille de l'entreprise, sa localisation ou son besoin. Et pour ça, comme le disait tout à l'heure Christophe, je pense qu'on n'adresse pas de la même manière les gros industriels que les petits. Et pour les petits, on a besoin de s'appuyer quelque part sur des partenaires qui accompagnent l'industriel, parce qu'on sait que plus l'industriel est petit, moins il a les ressources en interne pour pouvoir se lancer dans ce type de projet. Donc là, je pense qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement clé en main. Et évidemment, on a trouvé chez Aponergie un partenaire qui est capable d'aller voir les industriels, de faire des premiers diagnostics au niveau des petites entreprises et de les accompagner jusqu'à la réalisation des projets. Donc ça, c'était un point essentiel pour nous. Et bien sûr, on espère pouvoir développer ce type de partenariat de manière plus large avec d'autres acteurs.
Alors sur le schéma proposé, en fait, on a créé une structure commune qui s'appelle Apo Invest, dans lequel, avec un autre fonds d'investissement, donc qui s'appelle JOES, on a apporté un financement. Et cette structure héberge finalement des filles qui vont, donc qui sont des sociétés de projets, hein, qui vont héberger les différents projets selon leur nature. Alors sur la société de projet Apodos, on a clairement des contrats de performance énergétique, hein, puisqu'on a aujourd'hui 11 contrats de performance énergétique qui sont sur Apodos. Et sur Apocogé, on a plutôt des projets de cogénération qui n'adressent pas tout à fait les mêmes objets, puisque là, on est sur de la cogénération, alors que sur les contrats de performance énergétique, on est plutôt sur des moteurs de variateurs de vitesse, en tout cas des actions vraiment d'efficacité énergétique, on va dire ça. Et du coup, ça permet aussi d'organiser des grappes de projets et nous de venir financer des projets de taille plus modeste que si on l'avait fait individuellement. Donc ça, c'est un point important. En plus, on peut capter du financement en dette en fonction des clients qu'on adresse, puisque en fait, sur la SPV Apodos, on a un prêteur obligataire donc, qui nous a apporté la dette pour pouvoir financer les projets. Mais du côté d'Apocogé, en fait, on a une banque locale qui souhaitait accompagner le client. Et donc, on a hébergé uniquement un projet sur Apocogé pour justement pouvoir aussi avoir ce partenariat finalement avec des banques locales. Alors, un point quand même important pour nous dans notre regard sur ces projets d'efficacité énergétique, c'est évidemment les impacts extra-financiers, puisqu'on est quand même vigilant à ce que ces projets puissent générer in fine des économies d'énergie. Donc là, les projets qui sont dans le premier batch de projets qu'on a financés pour Apo Invest génèrent au moins 20% d'économies d'énergie. Et puis également qu'il y ait une baisse des émissions de CO2. Donc là, on voit que les 12 projets vont générer 650 tonnes d'économies de CO2 par an. Voilà. Tout à fait. On va passer à Jean maintenant, qui est maraîcher, comme je le disais, donc sous serre. Et donc, vous nous aviez expliqué, là, quand on a échangé un petit peu avant pour préparer votre intervention, que pour vous, il y avait besoin d'avoir du chauffage dans ces serres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Je crois qu'il y a une petite photo pour illustrer tout ça. Voilà, on vous voit en situation. Eh bien, bonjour à tous. Je fais une petite présentation de mon métier également. Oui, bien sûr. Ok. Donc, comme on l'a dit Sébastien, moi je suis Jean Guilbault, donc je suis maraîcher en Bretagne, près de Rennes. Je suis donc dans le dernier maillon de un petit peu l'écosystème dont on parle. Moi, je suis au moins la 9e génération d'agriculteurs, avec les différents termes suivant les époques, hein, des laboureurs, etc., et in fine, les cultivateurs. Donc moi, j'ai choisi d'être maraîcher, j'avais 8 ans. Mais le métier de maraîcher, quand j'avais 8 ans, et le métier de maraîcher maintenant, c'est bien différent, et ça s'est énormément diversifié. Je vous donne quelques petits exemples dans le métier de maraîcher. J'ai commencé par un exemple bien français, des citadins qui travaillent dans l'éducation, dans les services, dans la finance, qui se reconvertissent à mi-carrière pour mettre en pratique leur vision de l'écologie, souvent sur des petites surfaces, vente directe, mais qui mobilisent, on va dire, 80% des financements publics. On va prendre un autre exemple un peu plus éloigné de nous. On va prendre les investisseurs est-européens qui construisent des blocs de 50 hectares sans aucune préoccupation environnementale. On continue de chauffer au charbon, etc. Là, on n'a pas de concurrence directe par eux. On a simplement une concurrence indirecte qui est le fait qu'ils ont tellement investi, eh bien, les productions des Pays-Bas, notamment, ne peuvent plus être exportées dans les pays de l'Est. Donc les productions des Pays-Bas se retrouvent majoritairement sur le marché français également. Une autre concurrence encore très atypique, mais nous avons un roi qui s'appelle Mohamed VI, qui possède plus de 60% des terres agricoles de son pays, le Maroc. Et son Premier ministre est actionnaire majoritaire d'une société qui s'appelle Azura, qui exporte ses tomates en France. Et Azura représente à peu près 25% des tomates consommées en France quand même. Et également, ces agriculteurs marocains, il faut savoir aussi qu'ils
puisent l'eau du Sahara occidental, qui en théorie est un autre pays. Et ils exportent en France sans droit de douane. Où est l'Europe au Maroc. Voilà. Revenons à la France. Donc à peu près 1000 hectares de serres en France. Des entreprises de taille humaine. La mienne, c'est 2,3 hectares. Des cultures évidemment chauffées, mais en respectant une certaine saisonnalité. C'est-à-dire que moi, je commence à récolter mi-mars, je finis de récolter mi-octobre. C'est une culture annuelle. Des entreprises, donc je disais à taille humaine. Donc moi, c'est un gérant, moi-même. C'est 9 collaborateurs en CDI. C'est un ratio assez élevé dans mon métier. Et moi, j'ai choisi de partager les responsabilités. C'est vraiment un organigramme à plat. C'est des choses que vous connaissez peu, certainement, dans beaucoup des domaines, de vos domaines d'action, mais c'est un organigramme très plat chez moi. Et nous sommes aidés également par une quarantaine de saisonniers qui représentent 16 équivalents temps plein en plus. Donc je fais à peu près 800 tonnes de tomates par an pour un chiffre d'affaires d'1,3 million d'euros. Je suis adhérent de la coopérative Solaren, qui c'est 25 producteurs à peu près en Bretagne. C'est 5e acteur de la tomate en France. Alors pour répondre un peu plus concrètement à la question, eh bien la tomate c'est une plante qui a besoin de chaleur, de lumière, d'eau et d'éléments nutritifs pour assurer sa photosynthèse, donc sa vie, pour croître en activant ses défenses naturelles et ainsi produire des fruits denses, sains et goûtés. Notre but est de cultiver sans pesticides, mais sous la pression grandissante des insectes et des maladies du fait des dérèglements climatiques et du fait des importations massives qui nous amènent beaucoup de choses pas très agréables, eh bien, on a besoin de réunir tous les outils nécessaires à cette bonne santé des plantes. Et ça passe majoritairement pour nous par la régulation de l'humidité de l'air. Donc, qui dit régulation de l'humidité de l'air, dit chaleur. Et les autres facteurs favorisants pour je disais, la bonne santé des plantes, le durcissement des tissus, c'est le CO2. Donc on est aussi dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des enjeux effectivement de compétitivité, très clairement, qui sont soulignés. De manière sous-jacente aussi, bien évidemment, des enjeux écologiques avec des conditions qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des producteurs. Et puis, donc une technologie qui vient au service de cette efficacité, qui est la cogénération avec injection de CO2. C'est-à-dire que le CO2 qui est émis dans la phase de combustion de la cogénération, c'est le petit schéma qu'on voit là, il est un petit peu flou, mais vous allez pouvoir nous l'expliquer, permet d'être injecté dans les tomates, donc favorise la croissance, c'est ça. Et en même temps, il y a un complément de revenu lié à l'injection d'électricité. Alors, on commence par la chaleur. Une chaleur produite par nos chaudières traditionnelles à combustion de gaz ou une chaleur produite par la cogénération, on est à peu près sur la même efficacité thermique à puissance égale. On n'a pas quelque chose de fondamentalement différent. Au niveau du CO2, on est plus efficace en CO2 cogénération qu'en CO2 chaudière, mais c'est une technologie fiabilisée seulement depuis très peu d'années. Donc tous mes collègues qui ont installé des cogénérations depuis une vingtaine d'années, très peu sont équipés de la récupération de CO2. Pour vous donner une idée, 1 hectare de tomates, on peut consommer 120 tonnes de CO2 par an. Donc qu'il soit produit par nos centrales à chaleur, qu'il soit produit par que ce soit un coproduit de l'industrie des engrais que l'on achète sous forme liquide comprimée ou autre méthode, puisque dans les projets d'évolution, on est très attentif aussi au CO2 qui pourra être récupéré dans la biomasse et dans les méthanisations. Donc ça aussi, c'est des projets d'avenir. Voilà, est-ce que j'ai répondu à peu près à la question? Oui, tout à fait. Et si, par contre, je complète quand même pour l'aspect économique. L'aspect économique, bien, vous avez, en plus de la chaudière, puisque vous avez un moteur, vous avez un alternateur qui fabrique de l'électricité. Et donc, si j'exploitais moi-même la cogé, évidemment, j'aurais ce bénéfice-là de la revente de l'EEC. Dans ma situation, on n'aura peut-être pas le temps de tout développer, mais j'ai traîné par rapport à beaucoup de collègues à investir dans la cogénération pour X raisons.
Et donc, ayant subi en 2020 de très gros aléas techniques, donc une année économique catastrophique, les partenaires bancaires traditionnels n'ont pas voulu me suivre. Donc FH Énergie Système, qui est le motoriste, m'a mis en relation avec M. Cotet, et donc nous avons monté ce projet ensemble. Et la cogénération finit par démarrer le 17 janvier 2024. Juste pour l'anecdote, quand on parle de lourdeur administrative et de délai, la première réflexion dans ma tête date de 2011. Ça met du temps, ouais. Et peut-être qu'il faut repréciser un petit peu dans le modèle économique, en fait, que le moteur de cogénération la centrale de cogénération appartient à Poinvest, qui fait l'exploitation, revend la chaleur et le CO2, je pense qu'il n'est pas revendu, ou il ne me semble pas, revend la chaleur donc aux séristes et revend aussi l'électricité à un intégrateur. Donc en fait, c'est vraiment l'exploitation qui est faite par Apoinvest. Et donc l'intérêt pour moi, n'ayant pas le bénéfice économique de la revente de l'élec, l'intérêt est d'acheter de la chaleur à moindre coût que si je la produisais par ma chaudière. Merci. Donc, cogénération, ça fait partie effectivement des activités qui sont portées par Apoinvest et Apoénergie. Quels sont les autres secteurs prometteurs et cibles, là, les tendances, on va dire, qui se développent bien en ce moment ? Alors la cogénération, effectivement, bon, c'est on vient, Jean, enfin vous venez d'en parler, mais l'intérêt, c'est bon. Alors il y a des intérêts écologiques, des intérêts économiques, mais notamment liés à une utilisation complète de tout le cycle. Il y a 3 utilités qui sont produites, donc ça permet in fine, effectivement, d'obtenir une chaleur qui va coûter moins cher que si elle était produite par des chaudières, et la captation de CO2 d'avoir cet intérêt écologique supplémentaire. Tout à l'heure, je crois que c'était Alice qui parlait beaucoup de récupération, et puis c'est Aurélie, qui parlait de récupération de chaleur fatale et puis de chaleur représentant jusqu'à 70% des usages dans l'industrie. Le gisement est colossal, effectivement, en chaleur, et la récupération, l'optimisation sur la chaleur est très très important. On est heureux d'entendre venir une fiche C2E sur les ORC parce que vraiment il y a énormément de chaleur à récupérer pour la transformer en électricité. Il y a besoin d'un peu de subvention, effectivement, pour que ça fonctionne aujourd'hui, parce que le modèle économique en lui-même n'est pas mûr, donc il doit être aidé un petit peu pour le moment. Mais ça fait partie des tendances lourdes et on compte beaucoup dessus. La récupération de chaleur fatale sur les groupes froids existe beaucoup. On travaille pas mal dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, sur lesquels, pour prendre une usine alimentaire de haut, c'est du froid partout pour des raisons sanitaires, du début à la fin, et puis ça chauffe par certains endroits dans les endroits de process. Donc on a des récupérations de chaleur fatale à faire sur les groupes froids pour les réutiliser dans un secteur qui est plus tertiaire, mais dans la grande distribution, de la même façon, le froid est largement utilisé. On sait récupérer la chaleur pour soit faire du chauffage, pour d'autres usages. Donc voilà, la récupération de chaleur fatale est quelque chose de lourd, quelque chose d'important. On a une idée des taux d'équipement là dont on parle. On est vraiment au tout début. Tout à l'heure, Jean disait que sur les serres, cette technologie de récupération, elle était assez rare. En fait, on est plutôt au début du taux d'équipement sur ces nouvelles technologies, ou c'est... Ça dépend des technologies. Si on parle cogénération, il y a encore une pénétration assez importante à faire en cogénération, mais notamment, on explore aujourd'hui, oui, une mutation sur la cogénération, c'est de passer en combustion de biomasse et non plus de gaz, avec toujours des puits de CO2 en injectant les fumées dans les serres. Où là, on envisage de produire des systèmes à carbone négatif dans quelques temps. On est en fin de maturation, les premiers essais vont commencer de la sorte. Sur la chaleur fatale, il y a déjà beaucoup, il y a des solutions qui existent, des solutions qui sont encore en greenfield aujourd'hui, qui méritent encore d'être fiabilisées, mais il y a des solutions robustes sur lesquelles on peut financer. Il y a toujours cette limite de temps de retour sur investissement, c'est très supérieur à 3 ans, donc beaucoup ne le font pas. Et là, il y a un taux d'équipement qui est largement à parfaire, parce que pour ces raisons de temps de retour sur investissement, les récupérations de chaleur fatale ne sont pas équipées, ne sont pas implantées partout.
C'est un petit peu hasardeux de dire quel serait le taux de pénétration existant sur ces types d'équipements, mais on est inférieur à 50%, c'est certain. Il y a plus de la moitié du chemin à parcourir encore sur plutôt des petites installations. En écho, encore une fois, à un certain nombre de choses qu'on se dit depuis le début. Dans des grosses industries, des grosses entreprises, les compétences sont en interne, l'optimisation est largement avancée, il y a encore du chemin à faire, mais il y a déjà du chemin de fait. Dans les petites industries, petites et moyennes industries, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir par un accompagnement technique et puis par un accompagnement financier pour passer le dogme justement du temps de retour sur investissement. Alors on va parler sur ce type d'investissement à réaliser. De moyenne, 100 000, 250 000, 500 000 euros l'investissement. Et c'est trop petit pour être regardé par les acteurs financiers directement. Donc notre rôle est d'agréger des projets, là, et justement de pouvoir catalyser le marché en portant un certain nombre de projets, en faisant des grappes, pour justement passer à des financements seniors le moment venu, quand on a suffisamment de projets d'agrégés, voire en opération. Et voilà la raison d'avancer d'Apo Invest. Tout à fait, c'est très bien résumé. Franck, tu voulais rajouter quelque chose ? Et c'est très bien dit. En fait, effectivement, pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir financer justement ces grappes de projets. Je pense que c'est une bonne solution, en tout cas. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette séquence Apo Invest ? Non ? Eh bien, merci. Alors, on peut vous remercier tous les trois, vous applaudir. On arrive donc à la fin de cette rencontre. Alors, tout d'abord, j'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses, que on a pu le voir, la décarbonation et l'efficacité énergétique, ça répond à 3 enjeux. Les enjeux climatique, ça a été rappelé dans l'introduction. Les enjeux de compétitivité de l'entreprise, ça a été encore rappelé tout à l'heure. Et puis, cette notion de développement du tissu industriel, à la fois dans une logique de réindustrialisation et puis aussi de renforcer cet écosystème qui devient plus performant, y compris sur des sujets d'efficacité énergétique. Il y a comme ça une logique de cercle vertueux très forte qu'on peut retrouver. Donc pour relever ce défi, ça a été dit encore, on a besoin de champions de la décarbonation et puis peut-être quelque part aussi d'une équipe de France de la décarbonation, parce que c'est un collectif. En réalité, c'est une question de filière. On n'en a pas parlé, mais la formation professionnelle sur ces sujets, l'ingénierie performante, ça on en a parlé, un accès aux infrastructures, notamment énergétiques, pour pouvoir mettre en place ces nouvelles solutions de décarbonation, un environnement réglementaire qui soit favorable, on en parlait aussi avec les certificats d'économie d'énergie, et puis des solutions de financement, des montages qui soient innovants, qui soient adaptés, qui permettent de rendre accessibles ces solutions, quelle que soit la taille du projet, que ce soit un petit projet ou un plus gros. On voit que les difficultés ne sont pas les mêmes, il faut s'adapter à tout ça. Donc vous pourrez compter sur la Banque des Territoires, sur ses partenaires, pour continuer à avancer sur ces sujets. On espère que ces initiatives vous ont éclairé, vous ont peut-être, pourquoi pas aussi, inspiré. On remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants qui sont venus aujourd'hui présenter leurs expériences. Bien évidemment, l'ensemble des participants, toute l'équipe du Hub du Territoire. Pour ceux qui sont présents physiquement, je vous propose de continuer à échanger autour d'un verre, autour de cet écosystème d'efficacité énergétique. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Au revoir.